Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière table ronde sur cette deuxième journée du Salon TechScar France. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un sujet consacré à l'automatisation, automatiser pour mieux produire, traçabilité, régularité, réduction des erreurs, etc. On le voit partout dans le secteur, les blanchisseries industrielles sont en pleine transformation, les volumes augmentent, les exigences, on en a parlé juste avant dans l'atelier, les exigences montent, on parle de qualité ou d'autres, les contraintes sanitaires ne laissent plus aucune marge et dans le même temps, il faut faire mieux, et plus vite et avec des équipes à préserver. C'est là que l'automatisation n'est plus juste un plus, mais un vrai levier pour garder le cap. Aujourd'hui, on va justement aller un petit peu au-delà des slogans. On va regarder comment l'automatisation change réellement la manière de produire, comment elle améliore la régularité, comment elle fiabilise la qualité, comment elle simplifie le pilotage au quotidien et surtout comment elle permet d'absorber plus de business sans perdre la maîtrise ou sans perdre en maîtrise. On va parler data, on va parler machine, on va parler process, mais surtout on va essayer d'être concret, terrain, décision. Et pour ça, on a la chance d'être avec deux intervenants qui vivent ces transformations au quotidien, chacun avec un angle différent, mais très complémentaire. Donc l'objectif est simple avec cette table ronde, c'est comprendre comment on passe d'un atelier, d'une usine qui fait tourner, à une usine qui pilote, vraiment qui décide, qui anticipe, qui gagne en performance sans sacrifier l'humain. Donc avec nous, pour répondre à toutes ces questions, on a la chance d'accueillir Hélène Ducard d'Optime Expertise et Rémi Eurier d'ABS, Landry Business Solutions, si je le développe en entier, spécialiste de la digitalisation, de la traçabilité des process, entre autres grands talents. Donc pour commencer, une question à tous les deux. Selon vous, en 2025, qu'est-ce qui pousse les blanchisseries industrielles à investir dans l'automatisation ? Est-ce que c'est la productivité ? Est-ce que c'est la qualité ? Est-ce que c'est la sécurité ? Est-ce que c'est un mix de tout ça ou encore autre chose ? Qui veut commencer ? Rémi. Bon, je vais prendre l'initiative. Bonjour à tous. On se retrouve avec énormément de challenges à combiner au quotidien. Alors, un des principaux moteurs ces dernières années, ça a été notamment la hausse de l'énergie et qui a quand même mobilisé toutes les ressources et les investissements de la plupart des acteurs du marché. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de challenges liés à l'automatisation. On peut parler de la recherche de personnel, la constance de la qualité, les temps de réaction, la maîtrise du prix de revient. En gros, c'est un challenge à 4, 5, 6, 7, 8 dimensions qu'il faut relever tous les jours. Donc ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de compétences, et puis d'être en permanence agile, surtout. Hélène ? Oui, et donc effectivement aujourd'hui par rapport aux différents challenges que la blanchisserie doit relever, l'important déjà c'est de pouvoir avoir des données et c'est là où l'automatisation peut certainement nous aider. Des données qui peuvent autant agir sur la productivité, sur la qualité, sur la sécurité et chercher à avoir ces données-là, ça permet derrière de les analyser et de progresser pour atteindre les challenges et les sujets sur lesquels les blanchisseries sont attendues aujourd'hui. Donc en gros, on pourrait dire produire mieux, mais ça veut dire quoi, produire mieux ? Je dirais peut-être aussi produire plus. Parce oui, qu'il faut développer. Alors là aussi, on travaille sur des multi-contraintes parce qu'il faut produire plus pour être plus en réactivité aux attentes des clients, avec des cycles qui sont de plus en plus courts et un moyen de réagir mieux aux aléas aussi. Et puis surtout, produire plus, le corollaire, c'est avoir un prix de revient qui baisse. Et tout le monde est embarqué dans une spirale. Alors on va rester positif aujourd'hui. C'est une spirale vertueuse, mais il y a un niveau de technicité qui ne cesse d'augmenter. Ça veut dire qu'il faut se mettre à jour beaucoup plus qu'à une certaine époque. Et ça veut dire qu'il faut investir constamment. On parle d'équipement, mais aussi en niveau compétences et en outils de pilotage. Donc tout est lié parce que si vous devez investir beaucoup plus, c'est plus tendu. Ça veut dire que vous devez chercher du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous devez maîtriser votre prix de revient pour être compétitif et obtenir du bon chiffre d'affaires. Et ça veut dire aussi que tout le monde doit suivre, c'est-à-dire avoir des bons indicateurs pour que tout ça tienne le cap. Donc vous voyez que ça peut occuper beaucoup de monde intensivement au quotidien.
Hélène? Oui, donc produire plus et avoir des coûts de revient qui soient cohérents avec les prix du marché, ça veut aussi dire produire efficacement. Nous, dans ce qu'on peut aujourd'hui apporter aux blanchisseries, effectivement, alors moi j'ai une façon très simple de vulgariser la chose qui est la phrase suivante que je dis très régulièrement à mes clients, c'est « je n'aime pas tout ce qui commence en re ». Refaire, reprendre, recommencer, relaver, c'est autant de re et de non-valeur ajoutée qu'on a dans nos blanchisseries. Et ça, d'aller à la chasse à ces non-valeurs ajoutées, ça nous permet de travailler efficacement. Et effectivement, pour pouvoir aller à la chasse de ces re, il faut de la donnée, il faut savoir ce qui se passe sur nos process. Et effectivement, ça permet derrière de progresser. Alors ça se fait pas en claquant des doigts, parce que pour accompagner un certain nombre de blanchisseries aujourd'hui, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ça se fait étape par étape, mais par contre, d'avoir ces données-là et de travailler sur son efficacité, ça permet de contribuer au coût de revient et ça permet d'être dans le temps de plus en plus efficace et de mettre à profit cette efficacité pour entrer plus de volume et faire face aux demandes aussi qui affluent dans les blanchisseries sur toute la France. Alors du coup, on va entrer dans le concret, on va regarder comment l'automatisation elle peut modifier justement les opérations, la qualité, le pilotage au quotidien. Et je vais me tourner vers Rémi. Et ma question est la suivante, tu vois, tu es au cœur de la donnée aussi justement. Comment est-ce que la data et les outils de suivi en temps réel transforment-ils la régularité de la production, la traçabilité, la réduction des erreurs ? Alors déjà, il y a la constance, on parlait de la productivité, mais il y a aussi la constance de la qualité qui est garantie par les équipements, la génération des équipements, et puis aussi les tableaux de bord. Monitorer tout ce qu'on fait, ça permet d'être dans des boucles d'apprentissage et d'amélioration. Parce que si on fait des choses et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, et surtout si on fait des choses pas bien et qu'on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas s'améliorer et on ne peut pas être en permanence en amélioration de la performance. Ça, c'est un des premiers points. Ensuite, vous savez, c'est un peu comme le pilotage des avions. Il faut toutes les routines de base, on les connaît, on les entraîne, on a des séquences qui sont parfaitement maîtrisées. Mais par exemple, les pilotes de chasse, ils ont un exercice qui est sympa, c'est qu'avant de partir en mission, ils vont se poser un petit peu et penser à tout ce qu'ils n'avaient même pas prévu qui puisse se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le process, l'automatisation de garantir une constance de la qualité et de la performance de l'entreprise, globalement. Attention, on n'y est pas encore dans beaucoup d'entreprises. Il ne faut pas non plus raconter d'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi sur tout ce qui est, de se focaliser sur tout ce qui n'était pas prévu. C'est le règne des re, comme le dit, et c'est une très très bonne phrase qu'il faut retenir. Il n'y avait qu'une chose à retenir aujourd'hui, un petit conseil, c'est la phrase d'Hélène. Le reste, vous pouvez tout oublier. Mais surtout, c'est de bien maîtriser de façon automatique et standardisée le quotidien et ce que doit faire l'entreprise, ça c'est sa mission vis-à-vis de ses clients, pour avoir la bande passante pour s'occuper de ce qui n'était pas prévu et ce qu'on n'avait pas imaginé. Ça veut dire les pannes, ça veut dire les services complémentaires, ça veut dire les dépannages, ça veut dire les choses qui vous tombent sur la tête tous les jours et qui font que vous êtes performant envers votre client et que vous êtes réactif et que vous améliorez votre qualité de service et de prestation. Hélène, tu veux réagir ? Non, justement, Rémi parlait des pannes. Effectivement, ça peut être vraiment intéressant de travailler sur ces sujets-là. Alors, la difficulté qu'on a en blanchisserie, c'est comment, sur une journée ou une semaine ou un mois de travail, on identifie les priorités. Alors, la grosse panne qui dure 2 heures, ça, tout le monde l'identifie, tout le monde la connaît et tout le monde met en place les moyens pour y pallier. Par contre, vous avez beaucoup de ce que moi j'appelle des micro-arrêts, c'est-à-dire plein de choses qui se passent au quotidien, régulièrement, la pièce qui tombe à l'engagement, la pièce qui sort pas de la plieuse, qui est pas pliée. Ça, si on quantifie pas ça, derrière, on peut pas travailler dessus. Et plus on arrivera à quantifier ce qu'on appelle les aléas. Alors attention, moi, quand je parle d'aléas, je parle pas forcément que de panne. Il y a beaucoup de choses qui se passent, alors du moins en finition, sur vos trains de calandre. Et plus on identifie ce qui passe, plus on arrive à mesurer ces éléments-là, plus on peut travailler et progresser. Et forcément derrière, on arrive à améliorer ces performances-là. Et la panne, c'est un très bon sujet. La grosse, vous la connaissez tous. La multitude des petites qui vous embêtent, c'est moins évident. Et puis quand on fait la somme de tout ça à la fin du mois ou à la fin de l'année, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui disparaissent dans ces micros-arrêts.
Alors, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que y a toute une masse de données qui sont intéressantes à traiter, à utiliser. C'est autant d'informations qui deviennent des leviers stratégiques en réalité pour les dirigeants de blanchisserie industrielle. Mais Rémi, comment on fait pour ne pas se perdre dans cette jungle de données ? Comment on arrive à identifier ce qui va justement être intéressant ou peut-être même prioritaire, parce que dans le fond tout est intéressant, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment est-ce qu'on priorise ? Qu'est-ce qu'on doit identifier ? Est-ce que tu as une espèce de feuille de route ou quelque chose, un conseil là-dessus ? Alors, on peut faire déjà, c'est un petit focus sur la traçabilité. Parce que déjà, c'est un de mes dadas favoris. Mais surtout, c'est que c'est fondamentalement ce qui va servir le métier du loueur. Alors, quand on parle blanchisserie, on parle location-entretien essentiellement. La location-entretien, c'est quoi ? C'est maîtriser la circulation d'articles textiles et assurer un certain taux de service vis-à-vis de son client. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du linge au bon moment, au bon niveau de qualité, si possible propre, et livré au bon moment, au bon endroit. Et la performance d'un loueur de linge, c'est quoi ? C'est la performance de la circulation du linge. Parce que livrer one-shot du linge à temps, c'est très bien, pour mettre à blanc un nouvel hôtel, mais ce qui va être important, c'est d'assurer un service continu qui correspond aux attentes, si on prend l'hôtellerie comme exemple, qui correspond aux variations de taux d'occupation de l'hôtelier, qui correspond à le vieillissement et l'usure du linge en fonction du nombre de circulations, du nombre de cycles de lavage, qui correspond à la disponibilité du linge, parce que le diable dans ce métier, c'est de ne pas avoir du linge au bon moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre linge, il est passé à travers le relavage, ou alors il est passé au travers du stock dormant du côté de chez le client, ou il est passé au travers d'une quantité de linge qui est bloquée quelque part dans le process de blanchisserie et qui n'est pas disponible en temps et en heure pour assurer un taux de service correspondant au taux d'occupation de l'hôtel. Donc la traçabilité, elle va apporter énormément de leviers dans ce domaine. Alors quand on parle de traçabilité aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus. La traçabilité, c'est quoi ? C'est la technologie RFID UHF. Je pense que ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on parle de ça, ou 15 ans activement. Maintenant, on peut penser que c'est une technologie qui est mature et qui est indispensable dans ces métiers-là. C'est à minima la traçabilité des chariots de linge, déjà. Je fais une petite incise, parce que si vous n'avez qu'une chose à faire en traçabilité, s'il vous plaît, faites de la traçabilité des chariots de linge, c'est déjà pas si mal. Et puis ensuite, c'est de s'occuper au cycle de vie et de circulation de chaque article unique. Parce qu'aujourd'hui, la plus petite unité d'une blanchisserie de mesure, je parle sous ton contrôle Hélène, c'est le kilo lavé. Et quand on parle kilo lavé, ça suffit plus beaucoup aujourd'hui. Donc les ambitions qu'on a chacun dans nos spécialités, c'est de travailler à l'article et d'être capable de maîtriser le cycle de vie d'un article depuis son process de fabrication jusqu'à son process de recyclage. Et toute sa durée de vie et le nombre d'itérations qu'il peut y avoir dans le domaine de l'utilisation. Donc cette traçabilité-là, maintenant, elle est acquise, indispensable. Et quand on pose ça, on se rend déjà compte du chemin à parcourir pour certains. Et on pourra en parler un petit peu, peut-être un peu plus tard, mais il y a un vrai problème de compétences. Ce n'est pas qu'une question de moyens, il y a un problème de vision, il y a un problème de compétences, il y a un problème de moyens à consacrer à ces technologies. Et ça, c'est indispensable aussi de penser que maintenant, il faut remapper les postes de dépenses et d'investissement. J'ai eu le plaisir, il y a 2 ans, d'intervenir ici même. Et il y a 1 an à Casablanca, on était ensemble. Je crois qu'on disait exactement la même chose. Et puis je pense que si j'ai l'occasion d'intervenir l'année prochaine, je dirai encore la même chose. C'est qu'il faut prendre ça à bras-le-corps. On en parlera juste après sur un peu de projection dans l'avenir. Mais si vous n'avez pas compris ça aujourd'hui, même si vous avez l'impression que vous pouvez passer à travers, ça va commencer à se voir dans les mois, dans les années qui viennent. Donc s'il vous plaît, pensez investissement, technologie, traçabilité, compétences IT. C'est indispensable. Donc là, tu confirmes qu'on est en train... Je te donne la parole tout de suite après, Hélène. Tu confirmes qu'on est en train de passer d'un métier d'exécution à un métier de décision appuyé vraiment sur la donnée, quoi. C'est pire que ça, c'est qu'on est dans un métier... Alors pardon aux fans de lavage, de blanchisserie, de finition, on va faire disparaître petit à petit les problématiques de lavage, de blanchisserie et de finition. On commence à voir certains gros fabricants de matériel qui commencent à vous parler de concepts un peu à la chinoise, pardon, c'est pas un gros mot, de dark factory. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a la valeur ajoutée des métiers, de ce métier aujourd'hui, est en train de se déplacer, de se transformer. Et le principal vecteur de ce déplacement, de cette transformation, c'est la digitalisation.
Et au final, c'est pas si grave que ça si on embrasse ça et si on a une vision d'avance. On est dans des notions de flux maintenant. Alors on était sur des flux physiques de linge qu'on reçoit sale, qu'on doit traiter, qu'on doit relivrer. On livrait ça avec un cheval, ça marchait bien il y a 150 ans. Hein. Mais on en vient maintenant à des process complètement automatisés. On a des robots qui trient le linge en zone sale. On a des robots qui engagent des éponges en zone de finition. On a très bientôt, ces prochaines semaines, des bras robots, un bras robot au moins qui va prendre des paquets de linge pour les mettre sur un convoyeur ou sur un chariot. On y est, hein ? Oui. On y est. On a des ruptures de charge partout là, qui sont de plus en plus maîtrisées et automatisées, avec des systèmes de convoyage automatisés. On a des entreprises, et j'ai plaisir à citer Sodilec qui est là, qui maîtrisent parfaitement la supervision et le process de tout cet enchaînement de convoyeurs. Comment je fais avec ma galette numéro 3, qui est tel lot, tel client, et je vais la faire passer par ce chemin-là pour arriver sur ce train de repassage et au final servir exactement ma tournée. Il se trouve que c'est un peu ce qu'on fait aussi avec nos données, mais ça on y reviendra aussi, de nos systèmes de pilotage. Donc on a tout ce qu'il faut, on y est. Maintenant c'est l'exécution et puis de passer à la vitesse supérieure, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui vont le faire. Et je vous promets une chose, je ne suis pas de mauvais augure, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on imagine. Hélène, je t'en prie. Non, ouais, ce que je voulais ajouter, parce que ta question était par quoi faut commencer. Oui. Alors bon, peut-être que certains diront que je prêche pour ma paroisse, mais moi je pense qu'un diagnostic à l'instant T, faire une photo de sa blanchisserie, où on en est, sur quoi on est bon, sur quoi on est moins bon et vers où on doit aller, bah, ça peut être un bon point de départ. Dans ce genre d'exercice, c'est vrai que nous, on vient scanner l'intégralité de la blanchisserie sur la partie opérationnelle, sur votre organisation, sur vos process, sur vos données. Et ça peut être un bon point de départ pour se dire, bah tiens, effectivement, on a un sujet là-dessus. Est-ce que là où vous pouviez avoir des doutes, ou là où vous pouviez vous dire peut-être que oui, peut-être que non, nous, on vient effectivement mettre en lumière. Alors, on passe, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que comme vous, on est en blanchisserie tous les jours, mais à chaque fois dans une blanchisserie différente. Donc, on a un regard opérationnel des blanchisseries. Et on vient, voilà, avec le regard extérieur, pointer du doigt sur vos process et sur votre organisation, ce qui peut être amélioré. Et effectivement, derrière, ça peut se dire, ça peut permettre de valider ou vous conforter dans votre regard, où vous dites, bah tiens, il y a un sujet là-dessus, ou il y a un sujet là-dessus, ou il y a un sujet là-dessus, et puis effectivement derrière de compléter et de valider les investissements que vous avez besoin de faire pour continuer de progresser et d'être efficace. Alors Hélène, je reste avec toi. D'après toi, où est-ce que toi aujourd'hui tu vois justement, puisque vous avez, Rémi, tu rebondiras certainement, mais vous avez ce regard, comme tu dis, pluriel, voilà, on va le dire comme ça, pluriel, parce que vous voyez tellement de blanchisserie industrielle. Où est-ce que tu vois les apports les plus tangibles de l'automatisation aujourd'hui ? Est-ce que c'est sur la stabilité des performances, la qualité du process, la sécurité sanitaire ? En fait, c'est un peu tout, mais effectivement, la stabilité des performances, ça peut être un bon sujet. C'est ça qui, derrière, garantit ou pas que vous allez livrer déjà à vos clients. Et puis, derrière, effectivement, toute la partie coût de revient. Ces performances-là... il y a au doigt mouillé, bah tiens, oui, on est bon aujourd'hui, on n'est pas bon aujourd'hui. Hein. Notre opérateur, il a fait ses 600 pièces-heures sur le plieur éponge. On est content, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu travailler plus efficacement ? Alors, c'est vrai que du prime abord, comme ça, on se dit, tiens, l'opérateur aujourd'hui, il n'est pas en forme, ou tiens, l'opérateur, il faudrait peut-être que je le secoue un peu parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été très bon. Quand on commence à automatiser, quand on commence à aller chercher des données, c'est là où on se rend compte qu'en fait, l'opérateur, bah, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et qu'il y a plein de choses qui se passent et plein de choses qui viennent le polluer dans la journée. Donc effectivement, la partie performance, elle est là. La partie qualité de service aussi. Hein. Vous avez certainement tous des belles anecdotes de saison un peu compliquées ou de dépannage en urgence à la dernière minute. Et quand on creuse ces sujets de dépannage à la dernière minute, des fois, c'est vraisemblablement un problème de défaut d'organisation, de pilotage, d'anticipation. Et c'est là où, effectivement, tous ces sujets d'automatisation, que ce soit la traçabilité, que ce soit sur le process, ça vous permet d'anticiper et de prendre la bonne décision. Alors,
Dans notre approche, c'est vrai que nous, on est des anciens opérationnels. Moi, je disais, quand j'étais en prod, on a toujours le plan A qui est sûr à 100% et qu'on déroule, mais on a prévu son plan B qui est sûr à 80% et son plan C qui est sûr à 50%. Et en fonction de ce qui se passe, je saurais dégainer le bon plan au bon moment. Et pour avoir le bon plan A, B ou C, il faut avoir de la donnée et il faut pouvoir avoir des éléments de mesure pour être sûr de prendre les bonnes décisions. J'ajouterais quelque chose, c'est que vous savez, la blanchisserie industrielle, c'est une industrie. Et comme toutes les industries, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas pliées aux mêmes indicateurs de performance. Dans d'autres domaines, et bien avant la blanchisserie, on a appliqué des taux de rendement synthétiques, de fameux TRS, qui sont devenus OEE, Overall Equipment Efficiency. C'est quoi? C'est des indicateurs synthétiques qui permettent de combiner le temps d'ouverture, de disponibilité de la machine, sa capacité à produire, sa capacité nominale, pourquoi elle a été conçue pour produire dans de bonnes conditions, mais c'est aussi la qualité de ce qu'on met dedans et la qualité de l'opérateur. Si on prend l'engagement sur une plieuse de serviette éponge, c'est pas seulement la plieuse qui doit bien marcher, c'est le bonhomme qui est devant et qui est un peu endormi le matin plutôt que l'après-midi et qui va moins bien. En ça, un robot, par exemple, il va linéariser tout ça. Alors, il va créer d'autres choses parce que dans cet indicateur-là, il y a aussi les taux de panne, il y a la maintenance préventive, la maintenance curative qui impacte. Et encore une fois, alors si, je ne dis pas que c'est le Graal absolu, mais si on conçoit des lignes complètement automatisées, robotisées, parce qu'il y a un enjeu terrible par rapport à la robotisation, on le sait très bien, on le voit tous les jours. Il y a des voitures qui sont produites 100% par des robots qui vont se garer toutes seules sur les quais de chargement. On peut imaginer, et c'est pas faire injure à tous les gens qui travaillent dans des blanchisseries, que très rapidement, une blanchisserie, elle sera opérationnelle, elle produira 15-20 tonnes de linge par jour, sans beaucoup d'input d'êtres humains. Et quand il s'agit de trier du linge sale, c'est plutôt mieux. Quand il s'agit de compter des serviettes éponges, c'est plutôt mieux. Alors se pose encore la question des opérateurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça c'est un autre débat, mais ce sera pour l'année prochaine. Mais clairement, ces indicateurs de performance purement industriels, ils sont complètement applicables à la blanchisserie industrielle et ils doivent être appliqués à la blanchisserie industrielle, quelle que soit la taille de votre entreprise. Ça c'est important, il n'y a pas de raison que vous gériez différemment d'une usine qui fabrique des voitures comme d'une usine qui fabrique des yaourts. On est soumis aux mêmes règles de gestion et par rapport à un outil industriel. Ouais, je rebondis juste. Alors pour revenir en complément de ce qu'a dit Rémi, effectivement, alors moi je préfère suivre le TRG, mais ça on pourra avoir un grand débat Rémi sur le TRG et le TRS. Mais juste, nous, ça, dans les diagnostics, on regarde le TRG, taux de rendement global. C'est comment fonctionnent vos installations. Je vous donne 2 chiffres. Le premier, c'est sur... alors pour vous donner un repère, un TRG sur un moyen de finition en blanchisserie, en fonction de quel moyen de finition c'est, on peut viser un 70-75%. C'est-à-dire 70% du temps, 75% du temps, je fonctionne à la performance nominale de mon installation. Les 25% du temps qui reste, c'est du temps d'arrêt, donc de la panne, de la rupture de linge, de l'écart de cadence des opérateurs, etc., etc. On peut viser un 70-75%. Quand on fait les diagnostics aujourd'hui, et je pars dans la majorité des cas, moi, des trains de calandre, on les trouve à 40-50% de TRG. Alors, juste pour moi, la traduction, je fais ça parce que j'aime bien traduire en des choses très, très claires et très opérationnelles. Un TRG de 50%, ça veut dire que vous avez 50% du temps, votre machine est en fonctionnement, elle fonctionne à la performance optimale qui est définie. Et 50%, vous avez un opérateur qui est assis sur une chaise. Donc quand on dit ça comme ça, on se dit qu'il y a peut-être des choses à aller chercher. Et effectivement, la data, et alors moi je suis j'ai besoin de mesures pour pouvoir chercher les 50%, pourquoi on ne tourne pas, et sur quoi on va aller chercher, quoi les priorités, quels sont les sujets à aller travailler. Les 50%, là vous les avez les sujets. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore fait grand-chose parce qu'il faut les identifier. Mais plus on va pouvoir avoir des données pour les identifier. Derrière, on va pouvoir progresser. Qui dit progresser dit améliorer ses coûts de revient. Qui dit améliorer ses coûts de revient dit investir dans du matériel plus performant, plus automatisé. Bon, c'est la boucle vertueuse, hein, je ne vous fais pas le dessin, mais aujourd'hui, effectivement, moi, les photos, c'est les trains de calandre, on tourne entre 40 et 50% de TRG.
Alors, on comprend bien que le pilotage au feeling, faut plus, c'est fini. Comment est-ce que ces évolutions, dès lors qu'on va réussir à les mettre en place dans sa blanchisserie, elles vont venir influencer, d'une part, la relation client, mais aussi les marges? Parce que forcément, ça reste un sujet très important. Qui veut répondre? Je pense qu'on revient à ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'on va avoir un outil de production qui est de plus en plus performant, donc il peut produire plus avec un prix de revient donc plus compétitif, avec une qualité maîtrisée. Alors, c'est évident qu'il faut être d'une qualité, voire constante, voire au moins maîtrisée, pour garantir la qualité des services qu'on vend aux clients, bien entendu, et de façon régulière. Pourquoi? Parce qu'un client, il ne peut pas être satisfait qu'une journée, il doit être satisfait tous les jours de la collaboration. Mais quand on revient à cette maîtrise du prix de revient, donc on peut être plus compétitif, donc on peut aller chercher des marchés complémentaires. Ces indicateurs vous permettent d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui est bon pour votre entreprise. Est-ce que je vais chercher telle typologie de marché, à l'intérieur de ça, telle typologie d'articles? Et là, il y a un axe aussi qui est intéressant. Alors, je sais qu'il y a des fabricants de textiles présents dans ce salon. C'est qu'il y a une vraie carte à jouer par les fabricants de textiles sur la qualité, alors bien sûr sur la proximité du sourcing, mais de la qualité du produit, parce qu'un article de meilleure qualité permet de mieux maîtriser la qualité de son process, bien entendu. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas céder à la facilité des approvisionnements lointains à bas coût. Il faut mieux avoir une qualité maîtrisée, constante, avec des produits de bonne qualité qui supportent des cycles de lavage plus nombreux. Ça contribue aussi. Mais surtout, c'est que ces indicateurs-là, au final, ils vont vous donner des outils. Ce sont des outils décisionnels pour mieux piloter votre stratégie. Et vous allez vous rendre compte que certains articles que vous pensiez vous faire gagner beaucoup d'argent, finalement, vous en font gagner moins que prévu, ou alors vous en fait perdre, au détriment d'autres articles qui s'avèrent beaucoup plus rentables, de par leur qualité ou de par leur niveau de prix. Et ça, c'est... on pouvait se passer de tout ça pendant des années. Parce qu'on a une chance inouïe aussi. Alors je ne dis pas que tout est parfait, mais on a quand même une demande qui est un peu supérieure à l'offre aujourd'hui sur le marché. Donc il y a beaucoup d'appels entrants qui sont à gérer. Mais encore une fois, ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est qu'il faut investir constamment, il faut en permanence se remettre en cause, il faut devenir plus performant et ça nécessite une capacité d'investissement. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des nouveaux marchés. Et comment on va les chercher, comment on les maîtrise et comment on en fait de la profitabilité pour l'entreprise. Donc c'est cette boucle, cette spirale vertueuse qu'il faut en permanence déjà initier, entretenir et puis mesurer en temps réel maintenant. Hélène? Non. Soit c'est bullshit ou ça c'était très bien. Rémi a très bien répondu. Non, mais il n'y a aucun problème. Donc l'automatisation, ça améliore la productivité, mais surtout, ça peut soutenir la croissance. Par contre, il ne faut pas vraiment faire n'importe quoi, on a bien compris. Je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Rémi. Comment est-ce que cette façon de faire, elle permet de mieux servir les clients? Donc, je pense au client final, qui est au bout de la chaîne, mais d'en attirer des nouveaux, d'améliorer la fidélité. Ouais, commencer à répondre, et je peux parler longtemps. Non, la constance de la qualité du service est bien sûr très très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être bon un jour, il faut être bon tout le temps. C'est un peu comme un restaurant. Si vous y allez one shot, vous dites c'est génial, mais si on n'arrive pas à maintenir cette qualité de service sur la durée, vos étoiles, elles apparaissent pas ou elles disparaissent vite. Il y a la question de la compétitivité, parce que qui dit maîtrise du prix de revient, monitoring du prix de revient en temps réel, permet d'arbitrer les choix et puis d'aller mettre le focus sur certains segments de marché. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, alors, si on revient sur une question pure de digitalisation, il ne faut pas oublier que nous, en tant que particuliers, ça aussi, on le dit depuis longtemps, mais c'est de plus en plus vrai. En tant que particulier, on a des expériences clients avec des services type Amazon ou d'autres qui sont au top niveau en matière de digitalisation. Et on ne comprend plus dans une relation business to business de ne pas avoir le niveau de service qu'on voit dans le quotidien. C'est vrai.
Je cite toujours l'exemple d'Amazon qui, en matière de qualité de service, de performance, de livraison, de constance, de garantie d'être livré à J+1 ou voire même dans la même journée sur des grandes métropoles. Je cite toujours cet exemple. Moi, je suis tout le temps en déplacement, je suis en Allemagne. Si je me fais livrer un colis en Allemagne, j'ai la photo du colis sur mon paillasson quand je ne suis pas là. Et on ne comprend pas dans le monde de la blanchisserie qu'on n'ait pas cette qualité de service, qu'on ne puisse pas avoir une garantie de livraison en temps prévu, qu'on ne puisse pas avoir un suivi quasi temps réel de la tournée du livreur ou des incidents de livraison, parce que ça aussi, c'est la vie. Alors, on a la prétention, nous, de contribuer à l'amélioration de tout ça, avec des outils de suivi, oui. Des informations qui sont envoyées sur les applications des chauffeurs, la possibilité aux chauffeurs de déclarer un incident de livraison, d'envoyer une photo, d'envoyer une notification au client. Et c'est ça, cette digitalisation, elle sert cette qualité de service. Et surtout, elle permet, si on revient au développement commercial, elle permet d'aller voir un client en disant « Voilà mon package de services. Ça commence là, ça finit là, et ça, je vous le garantis du 1er janvier au 31 décembre. » Et si je ne sais pas faire, ben j'appelle mon éditeur de logiciel favori pour voir s'il n'y a pas un module qui existe. Ou alors, je trouve une solution connexe qui peut s'interfacer avec mon système. Mais de plus en plus, on va aller à un taux de digitalisation. Regardez ce qui se passe en finance avec la dématérialisation des factures. C'est un très bon exemple. La question d'envoyer des... Je pense que plus personne ne colle des timbres pour envoyer des factures chaque mois. On les envoyait en PDF ensuite par mail, et puis maintenant on va les envoyer sur des plateformes de dématérialisation. Donc la chose est acquise, clairement. Donc on n'en parle plus, on passe à d'autres étapes. Hélène, tu voulais ? Oui, non, je voulais juste te dire que effectivement, l'exemple d'Amazon, elle est très parlant, Rémi. On a tous des expériences très poussées sur ça. Il faut juste avoir en tête, moi je dis souvent la mission d'une blanchisserie, d'un chef de prod en particulier, c'est de livrer ses clients en quantité, en qualité, en délai et dans les respects de coûts de production. D'un chef de prod dans n'importe quelle industrie, c'est un peu sa mission. Il se trouve qu'en blanchisserie, on est quand même dans un contexte très particulier. On n'a pas de stock de matières premières. On n'a pas de commande et on a des délais de relivraison ultra courts. Donc effectivement, on est dans un contexte... Alors moi, il se trouve que dans mes expériences passées, j'ai fait de l'industrie classique. Il se trouve que en blanchisserie, on est dans un contexte très particulier, très en tension, hein, et que piloter une blanchisserie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et par contre, nos clients, eux, ils ont un regard, ils ne voient pas tout ce qui se passe derrière, ils ne voient pas tout ce qu'il y a dans tout ce que ça entraîne comme contrainte. Par contre, ils ont ce regard de l'exemple de Rémi. Et effectivement, il va falloir que petit à petit, on progresse sur ces sujets-là pour réussir à apporter le même service que d'autres dans d'autres secteurs apportent, malgré la difficulté de notre secteur qui est ce que je viens de dire, des délais de relivraison ultra courts, pas de commandes, et puis des stocks pas de stock de matières premières qui nous alimentent s'il y a besoin. J'ajouterais quelque chose, si tu permets, Sandra. Si on prend le domaine de l'hôtellerie, qui est quand même un domaine majeur dans la location entretien textile, je suis toujours sidéré que personne, alors ça va changer vite, mais que personne ne fasse le lien réel entre le taux d'occupation de l'hôtelier et les services rendus par la blanchisserie. C'est fondamental. Le taux d'occupation, c'est quoi? C'est combien de pourcents de chambres j'ai loué, donc de combien de draps et de sets de linge j'ai besoin chaque jour pour remettre au propre mon hôtel. Et quand on creuse dans la problématique de l'hôtellerie, regardez, le taux d'occupation, c'est une chose. Alors, il fluctue tous les jours, hein, c'est ce qui fait fluctuer les prix. J'en ai fait la mère expérience, là, j'ai une variation de 1 pour 2 d'un jour à l'autre sur le prix d'une nuitée à 500 mètres d'ici. C'est ce qu'on appelle le yield management. On vit ça maintenant tous les jours. Il y a 30 ans, les compagnies aériennes ont inventé ça. Bon, l'hôtellerie maintenant ne fonctionne qu'avec ça. Mais surtout, c'est que mon taux d'occupation fait varier mes appels de linge dans la blanchisserie. Donc là, on commence à influencer la disponibilité du linge et le cycle de production du linge, donc le fameux throughput time qu'on a dans l'industrie de temps de cycle. Mais ça nécessite aussi certaines quantités de linge à mettre à disposition ou d'avoir sous la main. Et surtout, là, la complexité supplémentaire, c'est que à l'hôtel, quand vous louez une chambre en business pour quelqu'un comme moi, vous êtes en single,
J'ai pas 3 gamins qui utilisent toutes les serviettes dans la salle de bain. J'ai 4 jours d'hôtel, donc j'ai 3 jours de recouche. Je pense que ma couette ne va pas être changée une fois pendant 3 jours, hein, clairement. Hein. Ça impacte la blanchisserie. Et tout ça, moi j'ai l'occasion souvent pour aider certains de mes clients à échanger avec des dirigeants d'hôtellerie qui, bien sûr c'est leur métier, mais jamais ils ont pensé que c'était important du côté de la blanchisserie. Et j'ai eu le cas en début d'année dernière, sur la période de Noël, on m'a demandé d'intervenir. Il y avait, je pense que le 22 décembre de mémoire, au 21 décembre, 15% de taux d'occupation dans un hôtel. Le lendemain, le 22 décembre, 15-20% d'occupation. Et puis 23, 24, 26 jusqu'au 31, quasiment 80 à 100%. Et comme ils travaillaient en lot fermé, ils ramassaient du linge sale le matin pour livrer du propre en fonction du taux d'occupation. Vous pensez bien que la veille de Noël, s'il y a 15% de taux d'occupation, il y a très peu de linge sale à ramasser. Et on se retrouve avec des manques de linge et de la panique à tous les étages parce que c'est Noël, parce que c'est des familles et qu'avant, c'était que du business. Quand on pose la question à la directrice générale de l'hôtel en disant « Mais chère madame, votre taux d'occupation, vous le connaissez depuis quand ?» Elle me dit « Mais je le connais depuis 5-6 semaines, surtout à Noël. » Je dis « Est-ce qu'il y a 4-5 semaines, vous avez appelé la blanchisserie pour dire « Les copains, il va falloir qu'on s'organise un petit peu ?» Alors vous allez me dire « Noël, c'est toujours le 24 décembre. » Donc ça, on n'est pas surpris. Mais l'exemple était aussi valide parce qu'il y avait eu une autre tension quelques semaines avant. 250 chambres, 100% d'occupation pour un séminaire pendant 3 jours, que des singles, donc ça veut dire un certain profil d'utilisateur. 3 jours, ça veut dire 2 recouches. Donc ça veut dire que le taux d'occupation était impacté en volumétrie de linge à livrer par la typologie des clients de l'hôtel. Et ça, la seule solution, c'est le digital. Parce qu'on peut prendre des téléphones, on peut envoyer des messages, on peut faire... La seule solution, c'est le digital. Et un deuxième sujet, pardon, je me répète pour les gens qui me connaissent un petit peu, parce que j'ai déjà dit ça et je le répéterai autant que nécessaire. Quand je réserve ma chambre d'hôtel, parce que TexCare, on sait depuis des semaines, des mois, voire des années que c'est à cette période. Donc si j'avais été un petit peu plus malin, j'aurais réservé bien avant pour avoir des meilleurs tarifs. Mais quand j'ai passé ma réservation sur hotel.com, j'ai donné l'ordre à la blanchisserie de préparer du linge propre pour mon check-in samedi. Et c'est mon ordre sur hotel.com qui a donné l'ordre à la blanchisserie. Alors ça paraît trivial de le dire comme ça, mais aujourd'hui ce lien il n'est pas fait. Alors on va y venir, j'ai un petit truc à vous montrer, ouais. Mais l'avenir il est là. C'est d'aller chercher la donnée où elle est, bien entendu de l'intégrer et d'éviter de la ressaisir, et de la traiter comme il faut. Je cite aussi récemment le PDG de Microsoft, quand même pas n'importe qui en matière de vision, a annoncé il y a quelques semaines, ça fait un peu de bruit dans le petit monde de l'IT, que les logiciels tels qu'on les connaissait aujourd'hui étaient condamnés à un horizon de 2030. 2030, c'est dans 4 ans. Pourquoi ? Parce que le PDG de Microsoft dit, depuis 40 ans, on demande aux opérateurs de saisir des données. C'est fini. Il n'y a plus besoin de saisir des données, les données existent. Maintenant, il faut savoir où elles sont et il faut aller les capter. Comment se fait-il que dans un système comme le nôtre, un opérateur ou un responsable des appros doivent saisir les spécifications d'un article textile ? Taille, matière, provenance et tout ça. Il a passé une commande chez un fournisseur sérieux qui a géré ses stocks, ses appros avec des nomenclatures d'articles, avec des spécifications d'articles textiles. Et la donnée, elle existe. Donc quand on commence à tirer ce fil-là, ça tombe bien, on est dans le textile. Si on tire un fil et qu'on pense de cette façon-là, on se dit, mais c'est inadmissible de devoir tous les jours saisir des données. Je reprends l'hôtellerie, parce que comme on vit tous à peu près dans des hôtels, dans nos métiers, beaucoup, je suis toujours surpris du temps mis à faire le checking dans un hôtel. Et ça, je vois monsieur qui opine du bonnet. Eh bien voilà, on est 2. Alors, on va faire une révolution ensemble, si vous voulez. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toutes mes informations, encore une fois, dans hotel.com. Ils savent qui je suis, ils connaissent tout l'historique. Je passe le détail d'un stagiaire qui ne me connaît pas, mais qui n'a pas sur son système le fait que ça fait 12 fois que je viens dans cet hôtel. Ça, c'est un problème de CRM, de machin, on laisse ça de côté. Mais comment se fait-il qu'elle me fasse remplir un formulaire, qu'elle soit encore obligée d'aller d'une fenêtre à l'autre, de prendre un fer, de faire un copier-coller, un machin, un truc, pour finalement me créer ma carte pour aller dans ma chambre. C'est surréaliste.
Et c'est pas faire de la techno pour faire de la techno, c'est que la donnée, elle existe. C'est peut-être pas encore la priorité, mais ça va être la priorité. C'est je capte de la donnée où elle se trouve, je la traite comme il faut, dans un cercle très 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 élargi. Très élargi. Et c'est cette digitalisation qui va être la clé. Donc, j'entends. Si j'essaye de synthétiser certaines choses, je dirais du coup que l'automatisation, ça devient vraiment un facteur de différenciation du coup pour vous, hein, sur un marché qui est quand même très concurrentiel, bien sûr. Je dirais que on comprend bien qu'il y a au niveau de la... au niveau de la relation commerciale, il y a un impact, bien évidemment, il y a un impact sur l'image, il y a un impact sur les marges. Je voudrais reboucler avec toi, Hélène, sur une chose. Est-ce que toi, tu observes sur le terrain une bascule culturelle, du coup, vers un pilotage qui est vraiment orienté sur la performance globale ? Alors oui, forcément le contexte. Alors performance globale. Parce que Rémi, il fait peur. Ouais. J'ai pas fini. La performance globale de la blanchisserie. Alors on a parlé productivité, performance machine, qualité de service, etc. Le dernier paramètre dont on n'a pas parlé, c'est l'énergie. Et il y a aussi là, pour pouvoir, vous avez tous connu depuis 2022 des augmentations de factures fortes sur vos consommations, sur vos prix de gaz. Et effectivement, forcément, l'énergie, aujourd'hui, elle représente une part importante des coûts de revient. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire, hein. Je ne vais pas m'étaler ici sur tout ce qu'on peut faire sur l'énergie, mais nous, il y a plein de sujets sur lesquels on travaille justement pour réduire les consommations en énergie en blanchisserie. En l'occurrence, on a identifié les paramètres influents du process sur les consos gaz. Ça peut être aussi un sujet sur lequel, là aussi, on peut progresser. Qui dit progresser derrière, parce qu'on a réduit... Alors, aujourd'hui, nous, sur certaines blanchisseries, on arrive à 15-20% de réduction des consommations d'énergie. Là, on est en train d'accompagner une blanchisserie. On va sortir 80 à 100 000 euros d'économie gaz par an. Forcément, derrière, on parle automatisation, on parle investissement. Quand on dégage 100 000 euros juste en travaillant sur l'optimisation de son process, et là, on parle sans investissement. C'est vraiment une réflexion process globale et optimiser son process, son fonctionnement, son pilotage. Quand on dégage 100 000 euros, et même sans dégager 100 000 euros, quand vous en dégagez 50, derrière, pour automatiser, pour apporter de la traçabilité. Alors moi, le petit point que je mets sur la traçabilité, parce que là, je pense qu'on a plutôt des blanchisseurs privés qui travaillent en lot client. Moi, ce que je dis sur la traçabilité, alors je n'entends pas souvent ce discours-là, mais je préfère le dire. Quand vous êtes un blanchisseur indépendant, vous travaillez en lot client et que vous avez vos opératrices en sortie de calandre qui comptent tous les jours, à longueur de temps, les draps, les serviettes, les éponges, et que vous remettez entre leurs mains votre chiffre d'affaires, moi, la traçabilité, elle m'intéresse parce que, justement, pour fiabiliser et rendre robuste votre chiffre d'affaires, ça peut être un sujet. Mais pour ça, on est tous dans des contextes, on sait qu'investir et dans différents systèmes ou différents matériels, c'est pas simple parce que ça a un coût. Par contre, dégager de la performance, dégager des économies pour réinvestir, et en l'occurrence, on parlait de traçabilité, pour sécuriser son chiffre d'affaires et ne pas remettre entre les mains de vos opératrices vos chiffres d'affaires, pour moi, ça a vraiment du sens. Et tout ça, ça se construit. Il faut y aller pas à pas. Et petit à petit, on fiabilise, on sécurise et on rend robuste son process. Je voudrais ajouter deux choses, deux faits marquants. Le premier, je souscris complètement sur... Vous savez, en contrôle de gestion, le b.a.-ba, c'est de garantir l'intégrité du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ce que vous produisez, vous le facturez. On se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Hélène le disait, il y a des comptages manuels, il y a des reprises, il y a des post-it, il y a des machins, des trucs, et au final, il y a du chiffre d'affaires qui s'évapore. Premier point. Deuxième point, c'est l'effet de levier qu'il y a sur le prix de revient. Et encore, on n'invente rien, ça s'applique dans plein de domaines depuis longtemps. C'est un métier qui a été tenté d'aller chercher du chiffre d'affaires, d'augmenter sa capacité de production et de grandir. Parce que, somme toute, la rentabilité était tout à fait convenable quand même ces dernières 30 années, on va dire, il faut le reconnaître. Maintenant, à cause du renchérissement de la main-d'œuvre, de l'absence de main-d'œuvre et puis le renchérissement des énergies notamment, et puis de la nécessité d'investir, l'euro de prix de revient qu'on va aller gratter, il a un effet de levier, il est équivalent de 3-4 euros de chiffre d'affaires. Donc il faut faire les deux en même temps.
Mais priorité, c'est quand même, c'est d'aller gratter ces euros-là où on a un effet de levier plus important sur le prix de revient, sur l'optimisation du process. Ok. Question pour celui qui voudra. On a identifié un petit peu quand même déjà des freins à l'automatisation. Est-ce que vous en voyez d'autres indépendamment de voilà du coût justement que ça peut représenter là, au niveau des investissements, des compétences, hein, Rémi, tu l'as évoqué, il y a aussi un problème de compétences, c'est vrai. Hélène, on a touché du doigt la culture, c'est ce que je disais. Est-ce que toi tu observes une bascule culturelle? Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous identifiez? Il y a une réticence à investir dans ce qui est immatériel et ce qui est typiquement la technologie. L'informatique, les services informatiques, le consulting associé à ça. Pourquoi? Parce que si on prend les groupes, et il y a aussi un facteur qu'il faut mentionner, c'est le fossé qui se creuse entre les grands groupes nationaux ou internationaux et les indépendants, pour des questions de culture, de vision et de moyens. Et ça, moi j'ai des discussions avec des organisations syndicales et tout ça. Moi, pour moi, je le vois tous les jours parce que je rencontre des blanchisseurs qui ont une certaine sensibilité en disant « je sais que je ne fais pas bien, que mes papiers, mes post-it, mes machins, c'est plus assez, j'en peux plus, mais est-ce que je dois mettre autant d'argent dans des systèmes informatiques, dans des services, dans de la technologie ?» Et quand Hélène nous dit qu'elle arrive à obtenir un gain de 100 000 euros par an sur du gaz, je serais tenté de dire il faut absolument que ce 100 000 euros de gain il soit réfléchi vers l'investissement dans la digitalisation. C'est indispensable. Et ce n'est pas toujours le cas. Je vous cite, pour la blague, je vous cite un exemple très concret. Un jour, j'étais face à un dirigeant d'une très belle blanchisserie qui me dit « Tu sais, Rémi, j'ai deux choix. Je sais que ça va me coûter, allez, on va dire 50 000 60 000 euros par an, ton affaire. Sauf que je suis en train de me commander une nouvelle Porsche. Qu'est-ce que je fais? Je commande la nouvelle Porsche ou je mets de l'argent chez toi ?» Je suis désolé de vous dire qu'il a choisi la Porsche. Alors je ne peux pas lui en vouloir, j'adore ça, mais en attendant, c'est parce que ça impactait directement son résultat. Et il estimait qu'il était à un certain niveau et que pour plein de raisons, il ne voulait pas forcément réinvestir et tout ça. Mais vous voyez, le truc et le dilemme, il est là. Qu'est-ce que je fais? Soit je remets ma rentabilité à flot parce que je suis impacté par l'augmentation des prix de revient, ou les dérives de mon process parce que j'ai des équipements vieillissants, j'ai du personnel qui n'est pas au niveau, j'ai tout un travail, c'est ce que fait admirablement Hélène tous les jours. Ou alors, est-ce que je prends le pari de réinvestir? Et là se pose la question, c'est encore un autre débat, mais de la taille critique d'une entreprise aujourd'hui. Parce que là, il y a un vrai sujet aussi. C'est vrai. J'ai avec plaisir échangé depuis hier avec beaucoup de gens qui viennent ici parce qu'ils se disent « je veux lancer une blanchisserie ». C'est bien, c'est intéressant, ça nous intéresse parce qu'il y a une vraie tendance. Hein, il y a eu de la presse aussi à ce sujet sur les petites blanchisseries qui répondent à des services de proximité. Alors, ma première question que j'ai été confronté, elle est 4 ou 5 fois depuis hier dans les entretiens que j'ai menés. Première question, c'est « Monsieur, Madame, quelles sont vos ambitions ?» Parce que si vous dites « je commence en faisant 300 kilos, 500 kilos par jour, puis que je vais faire 1 tonne à la fin de ce cycle-là », c'est bien, mais c'est pas terrible. Par contre, si vous dites je commence petit, comme beaucoup ont fait, pour finir avec une entreprise qui fait 40-50 tonnes jour, là, c'est plus la même tendance et c'est plus les mêmes moyens qu'il faut mobiliser. Et ça, c'est passionnant. Hélène? Ouais, moi je pense qu'un autre frein, au-delà de tout ce qu'on a indiqué, c'est que tous ces outils d'automatisation, de digitalisation et tous ces outils pour capter de la donnée, ça impose une chose, c'est standardiser sa façon de travailler et se d'établir des process alors à tout niveau, hein, que ce soit sur la partie commerciale, que ce soit sur la prod, que ce soit sur la logistique, ça impose de se dire comment je dois fonctionner, c'est quoi ma cible et qu'est-ce que je mets en place comme standard de fonctionnement. Et effectivement, on est dans un secteur, la blanchisserie, alors on n'a pas historiquement l'histoire fait qu'on n'était pas forcément un secteur industriel et on n'a pas forcément l'habitude de définir ces process de travail, de définir ces standards de travail et qu'effectivement, au travers de ces outils-là, on est obligé de se structurer, de réfléchir à son organisation cible à tous les niveaux de l'entreprise. Et je pense que ça peut être un
un frein parce qu'effectivement, on a l'habitude de faire d'une certaine façon. On a l'habitude, voilà, et ça marche parce que vous livrez tous les jours vos clients. Par contre, d'aller sur ces outils-là, ça va vous imposer de réfléchir à comment vous travaillez et comment vous voulez travailler demain. Et ça, effectivement, je pense que des fois, on perd ses repères, on perd ses habitudes, mais que vous ne pouvez pas avoir des outils informatisés et tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sans structurer votre façon de travailler. Et effectivement, je pense que ça peut être une difficulté qui fait des fois faire un pas en arrière quand on se rend compte de l'ampleur des choses qu'on a à définir. Alors, je voudrais rajouter une petite chose, c'est quand on regarde dans l'histoire de la blanchisserie industrielle, ce qui est aussi un accélérateur et qui est à prendre en compte, c'est que la blanchisserie industrielle devient de la location entretien textile. Ça veut dire que vous devenez en tant que blanchisseur le propriétaire du linge et vous mettez à disposition de votre client, de vos clients, un article qui a une certaine valeur. Et le client joue avec votre argent. Quand il vous appelle tous les matins pour rajouter du linge, c'est avec votre argent qu'il joue. Quand il garde 3 chariots pour dire au cas où ou machin, c'est avec votre argent qu'il joue. Hein, je vois messieurs, dames là-bas qui opinent. Donc, comptez tout l'argent qu'on maintient et avec lequel on joue tous les jours. Je parlais des chariots tout à l'heure. C'est une aberration, mais personne ne prend. Un chariot, ça vaut 250, 300, 350 euros. Je mets au défi, quelle que soit la taille de l'organisation, comme les plus grandes, comme les plus petites, de savoir combien vous avez de chariots en circulation. C'est incroyable. Et c'est quand même, je ne sais pas, quand vous louez une voiture, vous la ramenez en temps et en heure. Voilà. Et Hertz ou Avis, si jamais vous ne la ramenez pas, vous vous retrouvez en garde à vue. Bon, on n'en est pas là pour le linge, mais et si vous cabossez la voiture, on va vous le reprocher et c'est vous qui allez payer de cabosser la voiture. Alors, on amène des solutions, par exemple, le linge avec des abus d'usage, c'est-à-dire un tapis de main qui sert à cirer les chaussures de l'homme d'affaires dans sa chambre. Hein, vous voyez, tous les jours on voit ça. Et ben, nous on le traque, c'est-à-dire qu'on enregistre, on prend une photo, on crée automatiquement une ligne de facture, et puis on envoie ça au client en disant monsieur le client, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est terminé. Et on se rend compte, c'est toujours les mêmes clients qui font ça. Et il faut des outils pour le gérer parce qu'on ne peut pas intercepter tout ça manuellement. Alors justement, on a parlé des freins, donc on peut aussi reparler des leviers si on en identifie certains qu'on n'aurait pas encore cités. Mais pour faire ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'un comme l'autre, vous auriez un exemple d'une blanchisserie qui a vraiment changé de dimension grâce à un saut technologique? Parce que là-dedans, on peut aussi peut-être identifier des leviers qu'on n'a pas encore cités. Moi, je vais répondre sur un sujet, c'est le chiffre d'affaires. L'ensemble de nos clients, avant même, on est présent sur ce marché depuis plus de 30 ans. Et avant même mes propres clients, ceux de mes prédécesseurs ou des fondateurs de l'entreprise, l'ensemble de nos clients ont constaté une hausse du chiffre d'affaires une fois qu'ils avaient intégré des outils digitaux comme le nôtre. Et ce n'est pas par magie, c'est justement parce que ça normalise le process, ça cadre toutes les opérations, notamment les exceptions, parce que c'est ça le diable. On en parlait tout à l'heure, ce sont les exceptions, les dépannages, les trucs qu'on fait à la va-vite, le commercial qui braille et qui débarque en disant « il faut que j'emmène un carton de serviettes éponges parce que j'ai une crise de nerfs dans le spa chez machin ». C'est ça tous les jours. Sauf que ce truc-là, c'est au mieux un post-it, au pire, c'est du chiffre d'affaires qui s'évapore. Et je ne vous donnerai pas le nom, mais une entreprise très très sérieuse en centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, au moment de la signature du contrat, on ne prend jamais d'engagement là-dessus, mais on pourrait peut-être, on dit, mais vous savez, l'ensemble de nos clients aux 4 coins de la planète ont fait un gain entre 3 et 5% de chiffre d'affaires net une fois qu'ils utilisent à fond notre ERP. Alors quand vous gérez une boîte qui fait plus de 250 millions de chiffre d'affaires, 3 à 5% de chiffre d'affaires net, ça commence à parler un peu. Je vous assure que c'est vrai. Plan de déploiement sur 36 mois. Au bout de 18 mois, je suis convoqué par le grand patron qui me dit « Rémi, j'ai un problème. On constate 8% de chiffre d'affaires supplémentaire sur les usines qui ont déjà basculé. » Et avant de me convoquer, il me dit « On a mobilisé une équipe de contrôleurs de gestion pour retraiter ce gain de chiffre d'affaires pour voir si… » Parce que vous savez qu'on est dans un monde où il y a eu des hausses colossales ces dernières années. Donc ça noyait un peu. Non, ils ont fait l'exercice, ils ont mis des bons contrôleurs de gestion qui ont pris le problème comme il fallait en retraitant tout pour être sûr. 8% net face à plusieurs centaines de millions d'euros. Je vous assure qu'ils n'ont jamais contesté une seule de mes factures.
Non, mais c'est vrai, parce qu'on m'a toujours dit, Rémi, c'est bon. C'est bon, il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite parce que c'est bon. Alors peut-être qu'on venait de loin dans ce groupe, mais en attendant, c'est une réalité. Alors je ne peux pas prendre l'engagement sur 5 à 8%, mais sincèrement, même si reprenez votre chiffre d'affaires quel qu'il soit, imaginez-vous qu'à la fin de l'année, vous allez avoir 3 à 4% supplémentaires net de profitabilité. Et puis comme vous allez faire travailler Hélène, vous allez vous retrouver à gagner 100 000 euros de gaz. Mais sincèrement, vous allez vous dire, il faut que j'y aille vite là. Hein. Mais c'est comme ça qu'il faut le penser, sincèrement. C'est comme ça qu'il faut le penser. Ouais, merci Rémi. Hélène, tu veux rebondir ou pas? Non, très bien. Je regarde le temps quand même pour pas qu'on déborde trop. Je vais vous poser une dernière petite question parce que quand même, c'est un sujet qui revient très souvent, l'automatisation. Tu as parlé de robotisation. Ça fait peur aussi tout ça parce que la place de l'humain là-dedans, elle est souvent réinterrogée. Il y a beaucoup de pédagogie, je pense, à faire, beaucoup d'éducation à faire autour de ces sujets-là. Et donc, comment toi, par exemple, Rémi, tu déterminerais le rôle de l'humain? Comment est-ce qu'il va évoluer dans cet environnement qui va être de plus en plus automatisé? Ça vient interroger les compétences, bien sûr, ça vient interroger la formation, ça vient chercher tout ça. Comment tu vois les choses dans un avenir, allez, on va dire à 5-10 ans? Alors déjà, la peur n'évite pas le danger. Alors moi, je suis d'un naturel pessimiste, mais pessimiste pour faire tourner mon cerveau. Donc, mais fondamentalement, c'est de l'optimisme déguisé. Mais je vous montrerai, j'ai juste une page là qu'on verra peut-être. Pas de problème, t'inquiète. On le fera juste après. Mais alors, ça dépend de l'angle sur lequel on se positionne. Si on prend aujourd'hui la qualification, les différents postes dans une blanchisserie, sincèrement, je ne suis pas très optimiste. Encore une fois, est-ce que c'était intéressant d'avoir des gens qui traitaient... Alors, tout n'est pas robotisé, bien entendu, mais est-ce que c'était intéressant intellectuellement, humainement, d'avoir des gens qui prenaient du linge hospitalier souillé, des trucs contaminés, des draps dégueulasses et tout ça, à longueur de temps, dans un endroit qui n'est jamais le plus sexy de l'entreprise, et tout ça? Heureusement, on a des vraies solutions qui sont apparues et qui commencent à s'imposer, de tri automatique. Ça permet déjà de faciliter, de garantir la linéarité de l'approvisionnement de la chaîne de lavage. Et puis surtout, ça permet de remplacer des tâches et des postes dont plus personne ne veut aujourd'hui. Et quand bien même il y a des gens qui sont obligés d'accéder à ces postes-là, humainement, on peut se dire que c'est quand même un progrès d'avoir automatisé tout ça. La question d'engagement sur une plieuse éponge, même s'il y a des solutions robotisées, on n'y est pas encore tout à fait, mais il y a des solutions sérieuses. Et là, il y a une vraie question qui se pose, mais d'une façon générale, dans l'automatisation de l'industrie, par rapport à la place de l'humain. On n'a pas parlé d'intelligence. On n'a même pas encore prononcé une seule fois l'intelligence artificielle dans Non, parce que je voulais pas aller trop loin. Mais moi, j'irai un peu plus loin tout à l'heure, après, à la fin. Mais c'est une question philosophique globale. Il y a 2 ans, on commençait à parler de l'IA. On était ici. Absolument. On a parlé ensemble de l'IA. Oui. C'était encore tout frais. Je pense que c'est plus un sujet maintenant. C'est évident. Il y a de l'IA. J'utilise ChatGPT tous les jours et ça m'apporte de la valeur. Ça me permet de faire des choses que je ne saurais pas faire autrement. Mais ça nous dépasse. Ça pose une vraie question. Je vous citais l'exemple, il est public, vous pouvez retrouver la vidéo de l'usine Xiaomi qui fait des voitures en Chine, qui est une dark factory, qui est 100% robotisée. Voilà, c'est les voitures qu'on voit maintenant dans nos rues. Il n'y a aucune intervention humaine. La voiture se gare même toute seule sur le quai à la fin du process. Et c'est parmi les standards de qualité les plus élevés. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est une réalité aussi, c'est pas de la science-fiction. Donc la blanchisserie tend vers ça, parce que c'est une industrie. On peut regretter ça dans un pays comme la France, qui a été l'inventeur de l'industrialisation de l'automobile, par exemple. C'est Renault qui a utilisé les systèmes, les SMED et tout ça, qui a fait des travaux fondamentaux pour l'optimisation de l'industrie. Si on reste dans l'automobile, Porsche, avant d'ouvrir une usine pour les véhicules électriques Taycan il y a quelques années, a fait tourner en digital 100% pendant 6 mois une usine virtuelle pour voir ce qui se passait et pour voir si les emplacements qu'ils avaient prévus, les flux de robots et tout ça fonctionnait. Donc ils ont fait un jumeau digital de leur usine qu'ils ont fait tourner.
Je pense qu'on va faire des jumeaux digitaux de blanchisserie au moment de la conception dans très très peu de temps. Et on fera tourner l'usine virtuellement pour voir ce qu'elle fait, quels sont les goulots d'étranglement, qu'est-ce qu'on avait prévu qui va bien ou qui ne va pas bien. Ça, c'est une réalité. Les solutions existent. C'est juste une question de mentalité et d'accepter que la blanchisserie est une industrie comme les autres. Hélène, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Forcément, l'automatisation, comme tu dis, on va interroger la partie compétences. Certainement que, effectivement, plus on automatisera, plus on aura besoin de gens avec des qualifications en automatisme, en robotique, en informatique, pour réussir à faire tourner ces sujets-là. Mais il y a un point, alors qu'on n'a pas forcément abordé et qui est certainement, auquel vous êtes confrontés tous les ans, c'est la saisonnalité en blanchisserie et la difficulté de recrutement. Pour échanger avec des blanchisseurs au quotidien, on sait que ça fait maintenant un certain temps où c'est difficile de recruter, c'est difficile de rentrer des gens pour la saison. Alors, on ne parle même pas des compétences. Aujourd'hui, on parle de trouver du monde. Effectivement, on est sur une activité saisonnière, au moins pour tous ceux qui travaillent avec les hôtels et les restaurants. On est sur ces activités saisonnières. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai des clients qui se posent la question de se dire, est-ce que je développe parce que en saison, est-ce que je vais réussir à recruter? Et c'est dommage de se dire on laisse passer du chiffre d'affaires parce qu'on va avoir des problèmes de recrutement. Donc effectivement, oui, on interroge sur la partie compétences et certainement qu'il y a des questions à se poser pour faire monter en compétences nos équipes dans nos blanchisseries pour que demain elles sachent passer le cap sur lequel on veut emmener la blanchisserie. Mais certainement aussi que c'est une réponse par rapport à cette activité saisonnière et au fait qu'il est de plus en plus difficile de recruter de monde. Je parle alors des activités saisonnières et si on parle du mois d'août où il n'y a plus personne qui veut travailler et tout le monde va être en vacances, aujourd'hui les blanchisseries c'est là où ça tourne le plus, donc c'est une vraie difficulté et ça peut être aussi un moyen de passer ces pics d'activité sans avoir besoin de faire venir des gens de très loin comme je peux voir dans certaines blanchisseries. Merci Hélène. On a eu un atelier hier que je vous invite à visionner en replay dès que les vidéos seront prêtes sur justement comprendre pour recruter la Gen Z, parce que c'est eux qu'il va falloir aller chercher aussi. Et on a une table ronde prévue demain sur justement toutes ces problématiques de recrutement et d'image de la profession. Rémi, tu avais des slides à nous projeter. Non, alors ça va parfaitement illustrer ce qu'on vient de se dire. Il va falloir faire vite. Non, mais je vais faire très très vite, vous inquiétez pas. Je voulais juste, mais ça résume parfaitement ce qu'on s'est dit pendant cette petite heure ensemble. Voilà une belle blanchisserie. Alors ça, c'est une belle blanchisserie idéale, parce que tout le monde ne peut pas faire ça, mais elle a le mérite d'être visualisée comme ça. Alors, pour faire tourner une blanchisserie, je regarde encore Karine, parce que c'est un élément essentiel, c'est qu'il faut maîtriser tout le process. Il y a des trucs qui s'interconnectent, des trucs... je ne savais pas qu'on allait se voir, Karine, alors mais c'est aussi bien que tu puisses en profiter. Il faut interconnecter, il faut contrôler des process. Il y a des convoyeurs qui avancent dans un sens, d'autres dans l'autre, des trucs qui tournent à droite, à gauche, qui montent, qui descendent, des élévateurs sling, des machins, des trucs. Bon, ça, on l'a fait, c'est indispensable. Puis il y a une couche informatique. Moi, j'ai un fondateur de l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui, il y a 37 ans. Quand il tapait à la porte d'une blanchisserie, il n'y avait même pas un PC. Même pas un PC. Et puis quand il arrivait en disant « je suis en train de développer un ERP pour la blanchisserie », alors c'était le Messie. C'est ce qui a fait le succès de notre entreprise. Mais c'était il y a 37 ans. Maintenant, des systèmes informatiques, il y en a un peu partout. Et il y a une étape supplémentaire, c'est celle donc de, au fur et à mesure, rajouter de la connectivité aux machines. Les équipementiers, aujourd'hui, bien souvent, ils amènent cette connectivité. Même si avant, il fallait aller se connecter à un PLC, un automate, un truc un peu à l'arrache, maintenant, de plus en plus, il y a des couches logicielles sur les machines. Pas toutes, mais de dernière génération, elles sont d'ores et déjà. Donc, au fur et à mesure, on amène de la connectivité sur tous les postes de travail, sur toute la partie process industriel. Et donc ça se fait petit à petit. Il y a des acteurs spécialisés dans ce domaine. Les fabricants de machines anticipent déjà pas mal tout ça. Donc ça, c'est en train de se passer. J'ajouterais par rapport à notre échange d'aujourd'hui, c'est que moi, je considère qu'on est dans une phase de transition, mais une phase de transition qui va se passer très très vite. C'est là où mon côté peut-être optimiste, mais combiné avec du pessimisme, ça va beaucoup plus vite qu'on va être capable de l'absorber à tous les étages.
Et puis est arrivé toute cette informatique cloud, pareil, c'était un gros mot il y a quelques années. Hein. Le cloud maintenant. Maintenant, nous, on vend des solutions SaaS, c'est évident pour tout le monde. Et puis, sont arrivés plein de logiciels connexes dans le quotidien de l'entreprise. Quelle que soit sa taille, un grand groupe ou une petite entreprise locale, même une petite blanchisserie indépendante ou tout à fait modeste. Petit à petit, on a dans le cloud, facilité par le déploiement du cloud, des solutions de CRM, dans l'hôtellerie, de PMS, de toute la gestion financière, de trésor, de tout ça. Donc on a tout un tas de solutions qui apparaissent dans le cloud. Et l'enjeu, c'est celui-là. C'est l'intégration de tout ça. Et vous voyez, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie au bas, mais parce que visuellement, mais cette plateforme-là d'intégration, c'est le centre névralgique de la blanchisserie. Et quand on automatise et qu'on construit des usines tout automatisées au top du top des technologies actuelles, qu'est-ce qu'on fait? On enlève de l'humain, et ça, c'est pas trop le débat, mais on enlève toute la valeur ajoutée puisque le process est intégré. Et la vraie valeur, elle va être dans la gestion de ces flux au niveau de l'intégration de la donnée. Et encore une fois, ça c'est une projection qui peut paraître pessimiste, parce que, et il faut l'anticiper, parce que si ce n'est pas vous qui y pensez, d'autres vont le faire à votre place. Et beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Et ça veut dire que quand on va vers cette plateformisation, c'est un néologisme, mais du métier, alors on parlait beaucoup d'ubérisation à une époque, mais peu importe, ça veut dire qu'on déplace le centre de gravité du métier, le savoir-faire du métier, et ça veut dire que là, on vient dans une remise en question des outils industriels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va calibrer des outils industriels par spécialité, avec une certaine volumétrie. Moi, tous les professionnels aux quatre coins de l'Europe avec qui je discute disent aujourd'hui, la taille idéale d'une blanchisserie hôtelière, c'est 40-50 tonnes jour. Hein, beaucoup n'y sont pas encore. Hein. Alors certains défendent plus le 20-30 tonnes, mais je pense que le 40-50 tonnes jour, il est à peu près calibré par rapport aux efforts d'investissement, à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais au-delà de ça, ça veut dire que quand on aura automatisé complètement, on pourra avoir un nouveau maillage d'outils de production. Et là, on revient à la satisfaction client, la proximité, c'est-à-dire niveau de spécialisation élevé, niveau de constance de la qualité et de la qualité du service et de la récurrence du niveau de service. On peut dire ce qu'on veut, on ne va pas pleurnicher sur le fait que plein de choses vont disparaître, mais plein de choses vont réapparaître avec de nouvelles opportunités. Et on va à terme vers cette plateformisation du métier. Et si on reprend, alors ça je l'avais utilisé il y a 1 an à Casablanca, cette pyramide en bas, c'est une pyramide traditionnelle de ce qu'on capte au niveau des machines au plus haut niveau, ensuite que ce qu'on capte au niveau des équipements de la couche supplémentaire, des PLC des machines, ensuite des logiciels de gestion de manufacturing, MES, puis ensuite de l'ERP. Puis j'avais rajouté cette pyramide inversée, et ça date de un peu plus d'1 an et demi maintenant. Alors je ne prétends pas être un gourou, mais c'est une réalité. Il y a les étapes de traitement de l'information dont on dispose à data, du reporting, la business intelligence, mais qui semble aujourd'hui au top du top, mais qui devient quasiment obsolète, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas intégrée là, c'est la partie IA. C'est vrai. C'est la deuxième fois qu'on en parle, là, IA. C'est vrai. Et il y a une autre notion d'IA qui apparaît, c'est la partie l'IA agentique. Vous commencez à lire ça en presse grand public. C'est-à-dire que l'IA aide l'humain aujourd'hui à faire des tâches, à automatiser certaines tâches, à prendre certaines décisions. Mais d'ores et déjà, on a des agents IA qui font le boulot. Et on y est, on a les outils. Ce n'est pas que des laboratoires qui travaillent dessus, ils sont déjà accessibles pour certaines tâches. Vous allez demander à des agents IA et tout ça. Donc ça veut dire que toutes ces données qu'on structure, elles n'auront qu'un but, c'est d'être ensuite structurées, tout ça se fait en temps réel, structurées pour être exploitables par des agents IA. Et là, on revient à la prédiction du patron de Microsoft qui disait les logiciels tels qu'on les connaît vont disparaître dans moins de 5 ans. Parce qu'on n'aura plus besoin de saisir des bons, des machins, des trucs. On va parler avec une machine. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui, ça existe. Et vous voyez, je me suis fait plaisir parce que je vous disais, c'est mon dada. Je mets les plateformes de réservation hôtelière ou des plateformes des groupes. Parce que si on se focalise sur l'hôtellerie,
il va falloir qu'on discute avec ces plateformes. Il va falloir qu'on aille récupérer l'information. Et c'est la meilleure façon d'optimiser mon processus de check-in. Voilà, ce sera une petite satisfaction. Mais surtout, c'est d'intégrer complètement, comme l'automobile le fait avec ses fournisseurs de différents niveaux, d'intégrer automatiquement et de tirer les informations des partenaires pour constituer la chaîne de production et améliorer la qualité de service et l'optimisation du prix de revient. Donc là, on boucle la boucle. Alors, on peut voir ça sous un angle extrêmement pessimiste, parce que beaucoup n'y sont pas et beaucoup n'y pensent même pas. Et puis, comme on aime bien ce métier, on a envie d'être très, très optimiste. Et puis, on se dit que tout ça, c'est extrêmement passionnant. Merci Rémi. Merci. Effectivement, c'est passionnant et très inspirant. Est-ce qu'on arrive au bout de cette table ronde et que, effectivement, je trouve qu'on a été assez dense en informations. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? N'hésitez pas à vous manifester. En tous les cas, on pourrait échanger après si vous le souhaitez. Oui, absolument. Et puis on est encore là demain, figurez-vous, donc on a encore un peu de temps. Très bien, donc on arrive au bout. Merci à vous pour la qualité de ces échanges et merci évidemment au public pour votre écoute attentive. Moi, ce que je retiens de tout ça, il y a pas mal de choses à retenir, je vais essayer de synthétiser vite, c'est qu'automatiser, ce n'est pas seulement gagner du temps, réduire des erreurs, on l'a bien compris, c'est vraiment faire évoluer en profondeur la manière dont on va produire, dont on va piloter pour justement créer de la valeur. C'est l'automatisation, c'est donc plus de traçabilité, on l'a dit, plus de régularité, plus de fiabilité, mais aussi et surtout plus de confiance. Confiance dans les process, confiance dans les équipes, dans la qualité qui va être livrée au client final. Et on a bien vu à travers les retours d'Hélène et Rémi que la technologie devient vraiment un levier stratégique, un moyen d'améliorer votre rentabilité, de gagner en compétitivité, mais aussi de renforcer l'image et la crédibilité de vos métiers. Je remets un petit bémol sur le fait, parce qu'on en a parlé rapidement, mais que voilà, faut garder à l'esprit que l'automatisation, ça vise pas à remplacer l'humain. Je pense que c'est important de le dire, de le redire, mais ça permet de le mettre sur d'autres postes, de le faire monter aussi en compétence sur des postes où il y a une vraie valeur ajoutée, parce que comme tu l'as dit Rémi, trier du linge sale, c'est pas forcément là qu'il y a une valeur ajoutée pour un humain. Et puis que ce qui peut être intéressant, c'est aussi de faire dialoguer machine et humain, mais ça on pourra en reparler une autre fois. Et donc voilà, au fond, et ça Rémi, tu l'as dit aussi, Hélène aussi, l'automatisation, ce n'est pas l'avenir de la blanchisserie, c'est déjà le présent. On y est. Et pour ceux qui veulent construire la croissance de demain, c'est maintenant. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.